Salut à tous, c'est Dylan du Grenier Geek. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une présentation de machine. Alors non un unboxing, parce que l'achat de cette machine s'y présente date quand même un petit peu. On va dire qu'il y a 2 mois et demi que je l'ai acheté, donc j'ai eu largement le temps de l'utiliser. Ce qui notamment me donnera pas mal de recul pour vous en dire du bien, parce que c'est une bonne machine. Bon, on se retrouve devant donc une présentation de machine d'un Acer Nitro 5. Donc la référence exacte c'est A515 -42. Donc c'est un Acer sous plateforme AMD, donc c'est un full AMD, donc c'est un Ryzen 5 qu'il a à l'intérieur avec une carte graphique de chez AMD justement, carte graphique qui m'échappe, je vous dirai ça dans les caractéristiques, mais on est vraiment dans le gaming. Dans le gaming petit prix, mais les performances quand même en valent le coup. Donc il y a eu quelques modifications de fait sur cette machine. Mais avant tout, je vais vous présenter déjà un peu la bête. Donc sur le dessus, on retrouve donc un capot avec un certain motif en relief avec le logo Acer, une charnière donc qui est rouge. Sur le côté, donc au niveau des ports, donc on retrouve donc un port anti-vol, un port donc Ethernet en gigabyte, un port USB type C, ça chose d'assez sympathique, un port HDMI, un port USB 3, et sur ce côté-là, du coup, puis on le voit pas trop, hop, un port de carte SD. Sur ce côté-là, c'est tout ce qu'il y a. Donc ensuite derrière, nous avons donc tout ce qui est ventilation. Donc on peut voir que la ventilation souffle uniquement sur cette partie-là. Tout le reste est obstrué, donc il n'y a pas de ventilation. Apparemment, ce modèle comporte 2 ventilateurs, un pour la carte graphique et un pour le processeur, ce qui est bien. Comme ça évite toute surchauffe ou que les ventilos se mettent à gueuler quand il n'y a qu'un composant qui est en surchauffe. Et ça améliore l'efficacité du refroidissement, soit disant en passant. Donc sur le côté, on retrouve un port de charge qui est assez solide, mais pour les premières utilisations, attention, il est assez compliqué à enfoncer. C'est pas un défaut du mien. Alors est-ce que c'est un défaut de série? Je ne sais pas, je pourrais pas vous répondre. Toujours est-il que c'est un ordinateur que j'ai acheté dans le lieu là où je travaille. Ma femme a pris justement du coup ce même modèle, et sur les 2 modèles le port est dur à enfoncer. Sur le modèle qu'on avait exposé, le port était également dur à enfoncer. Cependant cette dureté, on va dire ça comme ça, passe après environ 1 mois d'utilisation. Alors allez savoir pourquoi, je comprends pas trop ce truc. Donc vous avez ensuite un voyant alimentation et un voyant veille ou batterie faible. Vous avez ensuite 2 ports USB 2 classiques et un port jack combiné avec micro. Ce qui est dommage déjà, c'est je trouve un petit peu dommage qu'un seul port USB 3 sur ce modèle-là. Donc, et là dessous, vous avez des petits motifs. Ce ne sont pas les haut-parleurs sont tout dessous. D'ailleurs, le dessous, on y vient. Quelque chose que j'apprécie énormément sur ce PC, hop, un pet de focus. Donc, de base, cet ordinateur est vendu avec quelque chose que je trouve intolérable de nos jours. Il faut savoir que Windows 10 est de plus en plus gourmand. C'est un très bon système, je trouve personnellement, mais très gourmand. Il supporte très très mal les disques durs à plateau, donc les disques durs 500 Go, 1 Tera, 2 Tera, que vous connaissez, je pense, tous. Donc, ces disques durs, on va dire qu'ils sont réservés maintenant plus qu'au stockage. De plus en plus de personnes maintenant qui sont geeks ont fait enfin entre guillemets geeks, c'est un bien grand mot, on fait la transition vers du SSD. Le problème de ce modèle-là, c'est qu'il est vendu de base qu'avec un disque dur 1 Tera qui est ici, à plateau, pas de SSD. L'avantage qu'il y a, c'est que, et c'est ce que j'ai fait sur les 2 modèles, sur ce modèle-là, je l'ai équipé, donc j'ai viré le disque dur à plateau de 1 Tera, je ne l'ai pour ainsi dire même pas utilisé quand j'ai vu ce que ça donnait sur l'expo, je ne l'ai même pas utilisé avec le disque dur à plateau. Je l'ai juste utilisé pour cloner en fait sur le SSD. Et donc je lui ai mis un SSD, il s'agit d'un Kingston A400 de 250 Go. Pour moi, 250 Go, ça convient parfaitement. Sur celui de ma femme, c'est un MTech, la référence m'échappe, mais c'est un MTech grand public qui est très bien noté d'ailleurs. C'est un 500 Go qu'elle a. Et ça fonctionne tout aussi bien. Donc l'avantage, c'est qu'on peut changer très très facilement tout ce qui est disque dur, et ça ne fait pas sauter la garantie sur ce modèle-là, il faut savoir. Point positif également, c'est que
les RAM se trouvent ici, donc RAM bien entendu en DDR4, la fréquence m'échappe totalement, elle est d'origine sur ce modèle, on a 8 Go en DDR4 sur une seule barrette, donc c'est une seule barrette de 8 et non deux barrettes de 4. L'avantage qu'il y a, c'est que vous pouvez rajouter 8 Go supplémentaires ou 4 Go supplémentaires de RAM, vu que vous avez deux ports RAM, dont un de libre avec la configuration d'origine. Ça, c'est vraiment les points positifs, parce qu'il faut savoir que maintenant, sur la plupart des ordinateurs du marché, il est de plus en plus compliqué, que ce soit sur du PC classique ou du PC un petit peu plus professionnel entre guillemets, de changer tout ce qui est RAM, disque dur. Il faut savoir que la plupart des PC maintenant sont encapsulés, c'est-à-dire c'est vraiment un capot qui est à l'arrière, il faut démonter le capot et déclipser tout ce qui est le top case, quoi, entre guillemets, tout ce qui est clavier, etc., touchpad, pour l'ouvrir en deux et avoir accès aux composants, donc RAM, etc. RAM, quand elle n'est pas soudée, parce que des fois ça arrive que vous n'avez même plus de slot RAM, que la RAM soit soudée, et il commence à s'attaquer sur certains modèles. Attention aux SSD qui sont soudés. Donc plus ça va, plus on va vers une époque là où les machines sont non upgradables, entre guillemets, non, on peut pas les mettre à jour, quoi, à niveau matériel. Ce qui est bien dommage. Là, sur ce modèle-là, comme je vous le répète, l'avantage qu'il y a, c'est que on peut, sans aucun souci, et sans faire sauter la garantie, de même pour la RAM, changer, augmenter la RAM, changer, augmenter le disque dur. Ça, c'est l'avantage. Alors, petit point noir, je trouve, qui est certes un point noir bénin. Alors là, je vois encore pas mal de personnes qui vont dire il est jamais content, il gueule, etc. Mais bon, vous savez que je suis une personne quand même assez exigeante. Et je pense que beaucoup de personnes vont aller dans mon sens. Le chargeur. Alors, le chargeur, en l'ensemble, très bon chargeur. On est sur un chargeur, donc, si ma mémoire est bonne, de 100 watts, 19 volts, 7 ampères. Alors, il faudrait que je fasse le calcul. Je crois qu'on est sur 100 watts, même plus de 100 watts. Hein. Ouais, on est même un petit peu plus de 100 watts. Par contre, voilà, c'est ça en fait, moi, ce qui m'a révolté. Il faut savoir que ce n'est pas la prise d'origine sur ce modèle-là. La prise d'origine faisait aller 50 centimètres, même pas. Donc en gros, on avait un chargeur vraiment qui était hyper court. Et je ne pense pas à la grande échelle que ça aurait coulé la société Acer de mettre un cordon. Alors là, peut-être que j'abuse un petit peu, c'est 1,50 m ou un 2 m, mais ne serait-ce qu'un cordon d'1 m, enfin un petit peu plus long, quoi, pour une efficacité un petit peu plus correcte et pas se faire chier à rapprocher des blocs prises, etc., comme ceci, des multiprises, pour se servir du PC en charge. Ça, c'est mon avis, mais je pense que ça semble de la logique. Il faut savoir que beaucoup de constructeurs maintenant font ça. Toujours une question d'économie. Et même pire, vous avez même plus de blocs comme ça, c'est directement des prises, des prises type chargeur de téléphone, là où vous avez le bloc qui se branche directement sur le secteur, et 1 m 20 maximum de fil. Ce qui est clairement, en gros, sur un PC avec une très bonne autonomie, comme certains Acer, Swift, est une bonne idée, parce que c'est des PC qui tiennent la journée, même en utilisation intensive pour certains modèles. Donc du coup, on le laisse à charger le soir au pied du lit pour un étudiant ou un truc comme ça. Parfait. Mais pour des PC, on va dire gamers, etc., qui tiennent vraiment très rarement la journée, je pense qu'il vaudrait mieux continuer sur du chargeur un petit peu plus long, quoi. Voilà, donc c'est parti pour brancher cette prise. Vous voyez que même encore, elle est un petit peu dure à brancher. Elle est beaucoup moins dure qu'au départ, hein, parce qu'au départ, j'aurais galéré 100 fois plus. Hein. Donc c'est parti pour ouvrir cette machine. Hop. Donc, côté design, je trouve que cette machine a vraiment un design sobre, simple mais joli. Nous avons donc un touchpad qui est vraiment très agréable à utiliser. Nous avons tout ce qui est autocollant promotionnel ici. J'en ai enlevé parce qu'on avait le blabla d'Acer qui était ici, etc. Machin. Service client élu de l'année. Bon, clairement une pagaille d'autocollants, mais ça chez Acer, c'est à chaque fois comme ça. Notons que, à part ces deux petites pastilles, donc pour le processeur et la carte graphique, l'autocollant au niveau des logos ainsi que service client s'enlève très facilement, pas besoin d'alcool à brûler, etc., ou de white spirit, qui risque d'abîmer la peinture, etc., pour les enlever. Ça, c'est un avantage chez Acer. Donc après clavier type gamer, hein, donc bon avec des petites touches que j'appelle de navigation ici, un pavé numérique qui est assez étroit mais confortable à utiliser, une frappe qui est pareil assez confortable je trouve et discrète. On n'a pas un clavier, on a un clavier qui va être vraiment très discret, on n'a pas un clavier qui fait un boucan d'enfer, pour preuve. Là je tambourinais pas mal vraiment vers la fin, mais au début on est sur une frappe,
on va dire standard, je trouve que le clavier est relativement silencieux. Niveau écran après, donc on a un écran de très bonne résolution qui est d'ailleurs en Full HD, donc 1080p. Nous avons une webcam d'une résolution qui est pas si mauvaise que ça. Après, il n'y a pas non plus de quoi à sauter au plafond, mais bon, c'est une webcam, hein. On va pas non plus lui demander un appareil photo de 32 mégapixels. L'avantage pour moi, c'est qu'il a un écran mat, ce qui évite tout reflet, etc. Tout en couplant avec une bonne luminosité. Seul point un peu négatif, je trouve, sur cet écran, c'est je trouve que cet écran tire un petit peu sur le jaune. C'est-à-dire qu'on a des écrans qui vont avoir vraiment une lumière bleutée, là on a une lumière qui est un petit peu jaunie. C'est pas non plus flagrant au point que ça soit dérangeant, mais quand on passe d'un écran à un autre, on peut le remarquer. Ça c'est le point que je trouve un petit peu dommage. Après, c'est un ordinateur type gamer, donc avec des personnes qui sont susceptibles de jouer longtemps dessus. Je crois que ce petit effet lumière jaune, qui n'est pas une configuration derrière, c'est la dalle qui est faite comme ça, je pense atténue un peu les effets indésirables de la lumière bleue sur les yeux, donc c'est un mal pour un bien, on va dire. Donc c'est parti pour allumer cette bête-là. Donc là, bien entendu, je vous fais une petite coupure, vous n'aurez pas les performances réelles de l'ordinateur, étant donné qu'il est sur du SSD. Le démarrage, par exemple, d'origine de ce modèle de chez Acer est beaucoup plus long de base, étant donné qu'il y a son disque dur à plateau qui l'handicapera, entre guillemets. Là, le démarrage sera instantané, parce qu'on a le Kingston A400 dedans qui permet d'exploiter toute la bande passante, quoi. Il n'y a pas de ralentissement. Donc c'est parti pour l'allumer. Donc il faut savoir que, je vous fais un petit zoom sur le clavier. Donc le clavier, on peut, en faisant la dernière mise à jour du BIOS, qui est très facile à faire, régler si on veut qu'il soit tout le temps rétroéclairé quand il est branché sur secteur, ou s'il se coupe au bout de 30 secondes d'utilisation. Ça, c'est quelque chose qui est faisable, mais il faut faire la dernière mise à jour du BIOS sur ce PC. Si vous avez acheté ce PC dans une grande enseigne, type Leclerc, Darty, Boulanger, etc., etc., j'en passe, euh, il y a peu, on va dire, il y a de fortes chances que vous ayez la dernière mise à jour du BIOS, parce qu'en général, c'est des stocks qui partent assez vite. Pour vous dire, même dans le petit Leclerc de campagne que je travaille, sur ce modèle-là, ça fait belle lurette qu'on n'a plus de stock. Après, il faut savoir que si vous achetez cet ordinateur d'occasion, ou alors dans un cache ou reconditionné, vérifiez quand même que vous avez la dernière mise à jour au niveau du BIOS pour activer cette option si elle vous intéresse. Donc là, on va remarquer justement au niveau de la caméra, alors à l'œil nu, ça se voit beaucoup moins, mais justement à la caméra, on le voit vraiment pas mal, l'effet jauni un peu de cet écran. En effet, là, on peut voir qu'on est carrément là sur du jaune, là, au niveau du pointeur, alors qu'en réalité, ça tire beaucoup plus vers le blanc. Là, à votre avantage, la caméra vraiment accentue cet effet. Mais c'est pour dire vraiment que cet écran est un petit peu jauni. Donc après, niveau ouverture, alors là, temporairement, j'ai eu besoin d'intervertir vraiment de la RAM avec une autre machine que je suis en train de bidouiller il y a environ une demi-heure de ça, donc il n'aura pas ces 8 Go de RAM, mais autrement, là c'est juste histoire de faire un test sur une autre machine, mais sinon il a ses 3 c'est 8 Go de RAM. Hein. Là, temporairement, pour la vidéo, j'aurai 4 Go. Il a fallu que je trouve une barrette de DDR4 en urgence. Donc, nous sommes sur un Windows 10, donc édition familiale, ça de ce côté-là, pas de surprise. Après, donc on est sur un Ryzen 5 2500U avec une partie donc graphique, Radeon Vega Mobile GFX. Alors, il faut savoir que le processeur intègre une partie graphique et il y a une vraie carte graphique dans cet ordinateur-là. Hein. Donc, cette carte graphique, je vais essayer de vous trouver la référence de ce modèle, parce que étant donné que moi c'est un PC gamer en fait, mais juste pour les performances, je ne joue absolument pas, donc je suis vraiment pas un pro de référence de carte graphique, etc. Donc, le processeur graphique, on va dire principal, c'est une RX 560X série, et le processeur intégré directement, c'est la Vega 8 graphique, voilà, donc je sais pas si ça vous parlera. Bon, après, je connais vraiment je suis surtout Nvidia niveau référence, ça de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Après, chez Radeon, enfin chez AMD, je bloque encore un petit peu du fait que je ne m'y intéresse pas tellement pour du gaming. Je sais quelle série est faite pour le gaming, quelle série est faite pour la bureautique, etc. Mais après, les références exactes, là, de ce côté-là, je bloque encore un petit peu, je ne m'y suis pas réellement intéressé. Donc après, c'est un ordinateur avec une autonomie qui est quand même relativement bonne, je trouve, pour un PC gamer. Faut savoir que niveau réglage sur ce modèle, en général,
ça c'est une petite astuce, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous vont la connaître. Vous cliquez donc sur l'icône batterie en faisant un clic droit, vous allez dans options d'alimentation, vous faites modifier les paramètres du mode. Donc, modifier les paramètres d'alimentation avancée. Je vous conseille, si vous avez un SSD, donc sur arrêter les disques durs après 0, donc sur batterie 0 minutes, secteur jamais, 0 est équivalent à jamais. Et ce que je fais en général, pour grappiller un peu de performance, gestion de l'alimentation du processeur sur secteur 100%, sur batterie je le laisse à 5%, sauf si j'ai besoin de plus de ressources. Ça, c'est quelque chose qui permet de grappiller un petit peu plus de performance pour pas se retrouver avec un état minimal de 5% au niveau du processeur quand il est sur secteur. Ça permet d'avoir tout le potentiel. Donc après, on va ouvrir quelques logiciels. Donc on va ouvrir un Chrome. Donc vous voyez que l'ouverture est vraiment instantanée. On va essayer de diffuser donc une vidéo 4K en espérant ne pas me faire strike. Voilà, donc je prends celle-ci à chaque fois, je vais baisser le son comme ça évitera. Donc toute confusion. En qualité, donc là on est déjà en 1080 en 60 images par seconde. J'ai une connexion VDSL assez haut débit, donc il ne devrait pas y avoir trop d'attente, voilà. Ça passe. Donc vous voyez que, bon, même en 4K, l'ordinateur supporte sans aucun problème tout ce qui est graphique, il n'y a pas de saccade, l'image est vraiment très très belle. Alors je note qu'on est sur un écran 1080p, mais même en 4K, je ne sais pas si vous allez le remarquer, l'image est vraiment très très belle, il n'y a vraiment aucune saccade, enfin c'est très fluide. L'écran est beaucoup détaillé par contre, hein, il est certes un petit peu jauni comme je le répète, mais beaucoup détaillé. Donc voilà, dans l'ensemble, c'est vraiment quelque chose qui est une bonne machine, quoi. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Donc en achetant cet ordinateur, donc vous êtes effectivement sur la dernière version de Windows 10. Vous avez le pack Office qui est inclus avec mais qu'en version DC. Attention, ça c'est, je me permets de le dire, c'est la petite nouveauté parce qu'étant donné que je suis dans le secteur de la vente, c'est une question qui revient beaucoup à chaque fois si le pack Office est intégré dans les machines quand on les achète. Il faut savoir que le pack Office n'a jamais été gratuit hors bundle promotionnel ou autre depuis sa création en fait. Du coup, quand vous avez un pack Office dans un ordinateur, maintenant la plupart du temps s'offrent quelques offres promotionnelles chez Acer sur des PC bas de gamme. Alors vous pouvez avoir un Office 360 gratuit pendant un an, mais sinon, dans la plupart des PC, dans 95% des PC du marché, vous allez avoir un Office en version DC pendant une trentaine de jours, et après c'est à vous de payer la licence qui est au prix de 150 euros, je crois aux alentours de 150 euros. Prix public, après il existe plein d'autres magouilles, etc., des licences pas chères, etc., mais on n'est pas sûr de leur origine, donc vous pouvez, mais j'ai eu beaucoup de retours comme quoi des fois les licences se sucrées, hein, les licences pas chères, etc., qu'on peut avoir sur Internet. Voilà, donc en espérant vous avoir bien présenté ce petit ordinateur. Pour information au niveau tarif, je l'ai acheté 499 euros au lieu d'un prix moyen de 550-600 euros. Il faut savoir que maintenant le prix a un petit peu baissé, donc on peut arriver à le trouver dans ce prix-là, mais attention, je vous conseille, si vous n'êtes pas bidouilleur, de prendre la série au-dessus qui, elle, aura le disque dur intégré, enfin le SSD directement intégré dedans. Parce qu'honnêtement, cet ordinateur, on va dire pour une utilisation très basique, avec 499 euros pour information, c'est le prix d'un PC neuf grand public, on va dire. Donc pour 499 euros, l'affaire était bonne, même avec le disque dur à plateau. Maintenant, plus cher, pour moi, ça ne vaut pas le coup, même pour une utilisation, on va dire, gaming léger, ça ne vaut pas le coup. Si vous n'êtes pas bidouilleur, que vous allez garder le disque dur à plateau, parce que ça ramera. C'est inévitable, avec un disque dur à plateau, de nos jours Windows 10 a vraiment du mal à l'encaisser. Vous aurez beau avoir un processeur d'enfer, un bon Ryzen 5, 8 Go de mémoire vive, ce qui va brider tout ça, ça va être le disque dur à plateau. Donc, si vous êtes bidouilleur, vous arrivez à l'avoir à ce prix-là, foncez. Un SSD maintenant, ça vaut que dalle, les prix ont vachement baissé, même dans les grandes marques. Si vous n'êtes pas bidouilleur, prenez, si vous souhaitez jouer dessus, la série au-dessus, qui me semble à 128 Go de SSD pour le système, ce qui est vraiment peu, mais largement suffisant pour une utilisation classique, avec 1 Tera de disque dur à côté. Il me semble que c'est ça. Après, si vous êtes bidouilleur, lâchez-vous, hein, vous enlevez la trappe, vous remplacez ça. Souvent, les SSD maintenant sont vendus avec un logiciel qui permet de faire le clone. Vous achetez un boîtier de disque dur externe à 15 euros, 20 euros, en 2 pouces et demi Serial ATA. Ça vous coûte au total, allez, grand maximum une cinquantaine d'euros.
logiciel, matériel pour cloner le boîtier plus le SSD, une cinquantaine d'euros. Et vous avez vraiment un PC, qui est plus que réactif. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis salut à tous et à la prochaine.